tous et à toutes. Mon nom est Andréane Rouleau. Je suis chargée de projet pour l'accès au marché au regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, le RTCBQ. Donc, le RTCBQ est une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers la province pour le développement du secteur bioalimentaire québécois. La série de webinaires Midi Snack est une initiative du RTCBQ dans le cadre de la SNAC qui vise à outiller les producteurs, transformateurs bioalimentaires du Québec dans leur démarche d'accès au marché institutionnel. Voilà, c'est dans ce cadre-ci qu'on a ce webinaire-là aujourd'hui. Avant de débuter, je vous donner quelques informations plus techniques. Là. Merci de garder vos micros fermés tout au long du webinaire afin de respecter nos présentateurs, présentatrices d'aujourd'hui. L'enregistrement du webinaire va être disponible sur notre site internet, le rtcbq.com, tout de suite après la présentation de ce webinaire-là. Et finalement, c'est pas mal ça. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, on a appelé ça « Des modèles de distribution régionale alternative, une solution aux enjeux d'accès ». Donc, vous avez probablement tous vu là, le webinaire le mois passé qui traitait de la grande distribution. Donc, on a eu GFS, là, une personne de GFS qui est venue nous parler de comment ça fonctionne la grande distribution. Aujourd'hui, on voulait vous montrer d'autres modèles parce que la distribution, c'est pas juste ça, c'est autre chose aussi. Il y a deux beaux modèles, là, un modèle en Gaspésie et un modèle en Montérégie. On voulait vous montrer comment ça peut se passer autrement. Donc, on a invité Gilbert Berthelot, qui est non seulement président du CA du RTCBQ, mais qui est aussi président directeur général de Servab, donc un distributeur en Gaspésie. Donc, il pourra vous parler de son modèle. Et on a invité aussi Frédéric Paré, qui est conseiller au développement agroalimentaire à la MRC Roussillon en Montérégie, qui a aussi développé un très beau modèle de distribution à l'échelle de la MRC. Roussillon. Donc voilà, la parole est à toi, Gilbert. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci pour l'invitation pour présenter quelque chose de différent à la grande distribution. Dans le webinaire précédent, c'est ce qui avait été présenté. Donc, on a les grands, les GFS, Collabore, Cisco, même Baudry-Cadrin, qui n'est pas nommé, mais qui est quand même un des plus gros au Québec. Ça fonctionne. Ça fonctionne quand on a du volume. Ça fonctionne quand on a une capacité de production. Ça fonctionne pas toujours. Et il reste des trous dans le marché. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter, le modèle de Servab. Moi, j'ai 30 ans d'expérience en distribution alimentaire. Oui, j'ai commencé quand j'avais juste 7-8 ans, c'est évident. Et puis, c'est ça, j'ai fondé mon entreprise en 2004. Tu peux tourner, Oriane, si tu veux. André. J'ai fondé mon entreprise en 2004. J'ai fondé ça par défaut. C'était pas mon plan de carrière. Je travaillais pour un distributeur à ce moment-là qui a fermé les portes et les clients m'ont demandé peux-tu continuer, peux-tu continuer? J'avais des bonnes ententes avec mes fournisseurs et c'était le seul métier que j'avais pas fait dans ce domaine-là en 8 ans et demi, qui était d'être propriétaire de l'entreprise. Puis j'avais fait à peu près tout, de la livraison, préparation, achat, vente. J'étais là, j'ai saisi l'occasion, puis j'ai commencé d'un petit chiffre d'affaires de 300 000 durant la première année. On est près de 9 millions maintenant. Une vingtaine d'employés. On va avoir 20 ans le 17 mars. Plus de 300 clients tout autour de la Gaspésie. Et au nord du Nouveau-Brunswick aussi, j'ai quelques clients là. Servab, on va parler aujourd'hui des produits locaux, mais pour faire tout ça, il a fallu que j'aie plein d'autres produits pour remplir les camions. Donc, on a tous les produits alimentaires au complet, produits marins, fruits, légumes, viande, etc. Tout ce qu'un restaurateur peut avoir besoin. Je dis souvent à la blague que quand un nouveau restaurant ouvre, la seule chose que j'ai pas, c'est la céramique puis les portes. On a à peu près tout au complet. L'emballage, la sanitaire, les équipements de cuisine. Donc, sur ce chiffre d'affaires-là, il y en a pas tout à fait, mais pas loin de 10% qui sont des produits locaux ou régionaux. Puis on va regarder un peu, ça représente quoi comme produit. Donc, je considère un produit local quand il vient de la Gaspésie, régional quand il vient du Bas-Saint-Laurent et un peu aussi local parce qu'on est quand même à 1h30, 2 heures de certains de mes producteurs, ils sont juste pas dans la même région. C'était quand même assez de proximité. Donc on a plusieurs centaines de produits de producteurs différents, autant dans le produit marin que dans le fromage, du kombucha. On a des conserveries, on a des pâtes à pizza, des pâtes à tarte, toutes sortes de choses. On a de la pomme de terre. On a un bon producteur ici à Bonaventure qui est Patasol, qui est là, lui, depuis les tout débuts de Servab. C'est le premier producteur que j'ai eu.
certains de ces producteurs-là nous donnent une vente exclusive. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'ils viennent nous voir, on s'entend, on prend la distribution à 100% de A à Z. Eux, ils ne livrent plus aucun client. Ça, c'est un modèle qui fonctionne pour la majorité des producteurs plus agricoles, je dirais, ou dans ce genre-là. Pour ce qui est du produit marin, bien entendu, on est en Gaspésie, on a plein d'usines, on a plein de grands joueurs qui sont ici. Donc, ça, c'est partagé avec plusieurs autres. Donc, dans le chiffre d'affaires, que je parle de peut-être un 700 000 annuel, il y a facilement pas loin de 45 à 50% de produits marins parce on est direct dedans. C'est un peu ça l'offre de produits. Bon, ce que je vais discuter avec vous un peu, c'est ma vision. Bon, j'ai seulement 30 ans d'expérience, je ne sais pas tout encore, mais puis on en apprend tous les jours là-dedans. Mais avec le temps, par essai-erreur, on arrive à certaines conclusions. Puis je me suis mis là-dedans à essayer de penser pourquoi quelqu'un vient à moi, pourquoi moi j'y vais. Fait que c'est un peu ce qu'on va passer. Donc, pourquoi un producteur voudrait avoir un distributeur? Il y a plein de raisons, mais les principales sont là. Une entreprise évolue. À un moment donné, c'est trop de continuer de livrer avec son auto, avec son pick-up, de partir de New Richmond, exemple, puis ça en Gaspé, c'est 3 heures et demie de route. À un moment donné, la production, certains sont agricoles aussi, donc ils manquent de temps. Fait que ça leur prend une solution pour faire tout ça. Donc, c'est dans ce temps-là qu'ils viennent me voir. Des fois, il y en a aussi qui viennent nous voir parce qu'ils ont une capacité de production qui est supérieure à la demande. Ils ont bâti une belle usine, un beau centre de transformation. Ils ont besoin de volume et c'est pas dans le local qu'ils vont l'avoir. Donc, ils viennent me voir aussi parce qu'ils sont peut-être pas assez gros pour accéder aux grands distributeurs, mais suffisamment pour être plus régional. Donc, besoin d'expansion et besoin de plus de ventes sur le territoire. Il y a aussi, c'est des hommes et des chefs orchestres. Ces gens-là, ils sont obligés de faire la production, la transformation, la vente, le marketing, l'administration. Parfois, on n'a pas tous les talents dans la vie et nous, c'est ce qu'on fait dans la vie, vendre et livrer du stock. La logistique et la vente, c'est notre force. Fait que des fois, ils viennent à nous pour qu'on compense cette faiblesse qu'ils ont là et on devient comme un bon partenaire, un complément à ce que les autres sont. À l'inverse, pourquoi moi, comme distributeur, tu peux tourner si tu veux, Andréane, pourquoi moi, comme distributeur, j'en prends? Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi ça m'intéresse? Donc, c'est sûr, souvent, il y a plusieurs produits que j'ai eus qui sont rentrés parce qu'un client m'a dit, j'ai goûté à ça dans un salon, j'aimerais ça l'avoir. Oui, mais je le distribue pas. OK, mais serais-tu capable de regarder avec lui parce que j'aimerais l'avoir? OK. Fait que là, des fois, ça se crée comme ça. Bien entendu, ça se fait aussi parce qu'on veut diversifier notre offre. En Gaspésie, la route, elle est longue pour aller à Gaspé ou faire le tour. Si on se promène juste avec un créneau, c'est clair qu'on n'est pas rentable à l'année sur 52 semaines. Donc, plus on est large dans l'offre, mieux c'est. Puis quand on a une exclusivité, comme je disais tantôt, avec certains producteurs, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça force le client à l'acheter de nous. Donc, c'est sûr qu'il y a des clients qui achètent des produits locaux, que c'est pas la majorité du volume que je leur vends. S'ils achètent 1 000 $ par semaine, il va peut-être en avoir 150 ou 200 produits locaux. Mais il faut qu'ils m'appellent moi pour les avoir. Donc, à ce moment-là, ça crée un repeat, ça crée une fidélisation. Ils sont là, puis on les appelle à toutes les semaines et on finit par passer autre chose là-dedans. Donc, ça me donne, ça me donne un petit crochet supplémentaire. Puis ensuite, il y a aussi, j'ai beaucoup de produits qui sont pas nécessairement à volume. Le grand distributeur va pas nécessairement les prendre parce que s'il passe pas tant de caisses par semaine, on laisse faire, on oublie. Moi, dans mon cas, je peux me le permettre un peu plus, même si on aime ça que ça bouge quand même. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Quand je vais encourager un producteur local, il va, lui, avoir des employés qui vont aller manger dans les restaurants que je fournis de l'autre côté, qui vont aller acheter un poisson dans la poissonnerie que je fournis, le saumon, par exemple, ou la crevette. L'économie tourne un peu plus. Plus j'en encourage, plus il y a de gens qui ont de l'argent et un salaire, plus ils vont dépenser aussi dans d'autres commerces parallèles que j'ai. Donc, on ne va pas mesurer l'impact immédiat, mais il y en a un. Puis le dernier point, pourquoi j'adhère à ça et pourquoi je m'y mets autant, dans mon implication personnelle en tant que président de Gaspésie Gourmande et du RTCVQ, mais aussi pour mon entreprise. Mon entreprise en Gaspésie, maintenant, après 20 ans, est considérée comme une entreprise essentielle pour le bioalimentaire et c'est pas venu du jour au lendemain, ça s'est fait avec le temps, mais parce que justement, j'active cette économie-là en bougeant les caisses, en faisant qu'un
qu'un produit local devient régional, ça a un impact économique important et c'est maintenant reçu comme ça. Donc, l'image de mon entreprise est beaucoup meilleure en ayant ce petit côté-là qui, sur le chiffre d'affaires, comme on disait tantôt, ne représente pas. Je ne pourrais pas juste faire ça, je fermerais, mais ça m'amène un petit edge, une petite influence, un pouvoir aussi, de temps en temps, de négociation. Donc, c'est très utile. Ensuite, les conditions gagnantes, on en parle. Un produit qui est similaire à ce qu'on peut vendre partout, n'importe où, c'est pas très intéressant. On va souvent le faire comme des œufs, par exemple. J'ai tenté à quelques reprises avec des producteurs d'œufs. Ça n'a pas toujours marché, mais on remplace simplement le produit que j'avais avant. Ça, c'est intéressant, mais ça n'a pas de plus-value. Il n'y a pas plus de ventes. On remplace les ventes par un autre produit. Ce qui est le fun, c'est quand on a un produit unique que les gens veulent, qu'il y a des clients potentiels pour, qu'il y a éventuellement un volume associé, puis que la seule façon qu'ils laissent, c'est qu'ils appellent chez nous. Parce que s'il y a ça aussi, on est tous. Il y a la belle vertu de vendre des produits locaux, mais s'ils restent dans mon entrepôt, qu'ils ne bougent pas, à un moment donné, on arrive à un no-go. On est obligé d'arrêter. Une fois qu'on a installé un produit, une condition essentielle, c'est la stabilité de l'approvisionnement. Autrement dit, un producteur qui n'est pas à son affaire puis que son produit est à court presque à chaque fois qu'on le commande, que ça prend 2-3 semaines à finir par avoir la commande. J'en ai quelques-uns comme ça. Des fois, on les tolère parce que le client final le veut vraiment, c'est important pour lui. Mais des fois, on arrive à aussi encore, on est obligé d'arrêter parce que c'est trop compliqué. Ensuite, mais il y a la communication, la capacité d'adaptation, puis tout le reste qui sont les formats, tout ça. Ça, c'est très important. Nous, on a un produit, on l'envoie aux clients. Les clients, eux autres, ils nous reviennent avec des feedbacks. Mais à ce moment-là, on a besoin que le producteur il soit intéressé à améliorer. Il fait quelque chose en petit pot, le client voudrait l'avoir en 4 litres. Es-tu capable de t'adapter puis te rendre là? Ceux qui sont comme ça sont ceux qui vont avoir plus de volume éventuellement. Les avantages, on en parle un peu là-dedans, mais les avantages de faire affaire avec un distributeur, c'est pour l'acheteur final, pour le client, une commande, plusieurs produits, un paiement de facture, pas besoin d'appeler à 10 ou 12 endroits pour avoir ces produits. C'est un très grand avantage et ça nous permet d'entrer à des endroits qu'on n'aurait pas pensé rentrer parce qu'on a cet avantage-là. On diminue les frais de transport et d'entreposage parce que c'est tout jumelé ici. On diminue les frais de gestion, facturation. Le producteur a un client. Il y en a plus 8, 10, 12. Fait que c'est très facile. Permet d'accéder à un plus grand territoire, donc sans dépenses supplémentaires. Donc, le producteur qui est prêt à une expansion, qui a du volume potentiel, s'il faut qu'il fasse 3 heures et demie de route avec son stock pour livrer 4 ou 5 clients, il va devoir s'équiper, s'acheter des équipements, etc. Tandis qu'en passant par nous, il conserve un certain pourcentage, mais il n'y a plus à se soucier de ça. Puis bien entendu, quand je rentre un producteur, j'y prête aussi ma clientèle, dans le sens où maintenant j'ai un nouveau produit, mais il a accès à mes 300 clients, ce qui lui prendrait des années à monter un par un. Donc, l'augmentation des ventes pour le producteur, plus de temps pour se consacrer pour son développement de produits, puis de temps en temps aller faire un petit tour aussi pour aller voir si ça se porte bien chez la clientèle. Donc, un produit local, en faisant affaire avec moi, il devient régional. Il n'est plus seulement dans sa petite boutique, il devient plus large. Comment ça peut arriver que ça ne marche pas? Parce qu'il y a des raisons. On a fait beaucoup d'essais-erreurs, comme je disais. Il y a souvent des cas où on a tenté, puis c'était une supposée bonne idée, mais ça n'a pas fonctionné pour beaucoup de raisons. Manque d'intérêt des clients, manque de volume, de la qualité qui n'est pas constante, des retours de produits, des rappels, des gens qui ne sont pas, comme on dit, attentionnés à ce qu'ils font. Puis des fois, ça n'a juste pas fonctionné parce que le producteur, il n'a pas calculé dans son prix de vente, dans son coût de revient, l'espace pour un distributeur. Moi, c'est 20 pour les produits locaux que je prends de marge brute. Il y en a peut-être qui prennent plus ailleurs ou ça. C'est normalement autour de ça la moyenne. On ne peut pas arriver en bas de ça. Les coûts d'opération, moi, sont autour de 15 à 16 du chiffre d'affaires. Donc, il n'en reste pas tant que ça après, là, même à 20. Donc, ça prend ça, mais il y en a qui ne l'ont pas calculé. Il veut absolument que son pot de confiture se vende à 9,95, mais quand il descend tout ça, le 30 pour le détaillant, le 20 pour moi, il n'y arrive plus. Donc, eux, ils continuent à faire ce qu'ils font tout seuls. Puis des fois, il y en a c'est ça, qui ont une attente un peu trop grande. Ils pensent qu'en faisant affaire avec un distributeur, tout va se faire tout seul, puis ils vont devenir des multimillionnaires. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça demande beaucoup de travail, ça fonctionne pas toujours. Puis quand ça fonctionne pas, parfois c'est le distributeur lui-même qui va dire, regarde, écoute, ton produit il roule pas, les clients ne veulent pas, j'ai des retours tout le temps, je peux pas le garder. Trop de travail pour le rendement que ça donne. Chose importante,
qui peut faire que ça fonctionne ou pas, c'est le manque d'implication du producteur dans le processus. Autant pour l'installation quand on ouvre le produit, autant pour le suivi après-vente. Donc, tu peux tourner si tu veux. La phrase importante, c'est un distributeur ne sera jamais aussi bon vendeur que vous pour vos produits. Et ça, c'est pas tous les producteurs qui le comprennent. Moi, je réussis beaucoup mieux quand le producteur vient avec moi sur la route ou qu'il fait une tournée de temps en temps, va faire des dégustations de temps en temps, s'implique. Quand il s'implique, on a presque le double de vente. Quand il ne s'implique pas, quand il ne demande rien, ben on fait ce qu'on peut, mais on n'est jamais aussi bon qu'eux pour parler des produits. On a beau les aimer, les avoir goûtés, on ne sera jamais aussi bon qu'eux. Voilà. Quand ça fonctionne, tout ça, on a un bel exemple ici en Gaspésie de ce qui a fonctionné, qui sont les espaces Gaspésie gourmand. Quand ça fonctionne, ça donne ce qui suit. On a une quinzaine de... Oh, il y a 2 fois. On a une quinzaine de détaillants, des IGA, des métros, des Richelieu, qui ont accepté de concentrer tous les produits des membres de Gaspésie gourmand dans une étagère. Ils nous ont donné un certain espace, puis on les a habillés avec tout ce que Gaspésie gourmand peut fournir. Et puis maintenant, quand on rentre dans ces 15, 16 ou 17, je ne me rappelle plus combien exact, ben vous rentrez là, vous localisez l'espace de Gaspésie gourmand et vous avez tous les produits locaux à cet endroit-là. C'est un bel outil qu'on s'est donné au niveau de Gaspésie gourmand, mais si Servab n'était pas là, ce ne serait pas possible parce qu'il faut bouger les caisses, il faut les apporter tout le tour de la Gaspésie. Donc, c'est là que le partenariat entre la table de concertation, les producteurs, les acheteurs et le distributeur, on a réussi une belle réussite comme ça. Donc, c'est possible, et c'est possible partout, malgré un grand territoire. En conclusion, c'est pas de la magie, la distribution. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Plus le producteur est impliqué avec son distributeur, plus il fournit des échantillons, il va faire des dégustations, comme je disais, c'est un facteur clé. Sinon, il y en a qui n'ont pas besoin de le faire parce qu'ils ont juste un produit unique, puis tous les gens le veulent. Par exemple, comme le kombucha que j'ai, c'est un producteur de Carleton. Je fais le tour de la Gaspésie avec ça. Ils sont bons, ces produits. On a juste besoin de dire qu'on l'a, puis les gens le prennent. Il n'y a pas besoin d'aller faire déguster. Mais c'est pas le cas de tous les produits, donc il faut que les producteurs s'impliquent. Puis de l'autre côté, il faut que le distributeur aussi il soit intéressé à ça et il faut également qu'il mette du sien. Parfois, c'est pas toujours payant, parfois, c'est pas toujours un succès financier, mais ça crée quelque chose, puis à un moment donné, c'est comme la balle de neige qui descend la côte, ça grandit, et ça devient ce que c'est devenu après 20 ans. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert. Très, très intéressant comme présentation. Une chose que j'oubliais de dire en introduction, très important, on a la section Q&R que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Gardez vos questions pour la fin. Là, on a prévu une période de questions de 15 minutes. Profitez-en. Là, vous avez des experts en distribution, des experts en développement agroalimentaire qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Frédéric Paré, qui est expert en développement agroalimentaire dans la MRC Roussillon. Merci, Andréane. Bonjour à tous. C'est encore le temps de se souhaiter bonne année. Donc, je vous en souhaite une excellente, remplie de succès dans vos projets. À la MRC de Roussillon, j'agis comme conseiller au développement agroalimentaire, puis je suis rattaché au service du développement économique. Donc, c'est un peu sous cet angle-là que sont développés les projets à la MRC de Roussillon, c'est-à-dire sous l'angle du développement économique. Donc, la MRC est soucieuse de doter le territoire d'instruments de développement. C'est un peu dans cette perspective-là qu'on travaille beaucoup depuis quelques années à différents projets. Puis, la plupart de ces projets-là, en tout cas plusieurs de ces projets-là, s'inscrivent dans la logique de la mise en marché de proximité. C'était mon introduction. On peut changer de diapo, Andréane. Merci. Donc, ce midi, moi, je vous parle de 2 projets qui sont connexes, qui sont rattachés l'un à l'autre. D'abord, un projet de hub agroalimentaire, puis un projet de maillage entre l'offre agricole, puis les acheteurs de ces produits agricoles, les acheteurs institutionnels. Ces 2 projets qui sont interreliés
On a commencé par faire le maillage comme projet cet automne, dans le but d'en apprendre sur les conditions gagnantes du projet de hub qui viendra par la suite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis engagé à la MRC pour propulser ce qu'on appelle un plan de développement de la zone agricole. Donc, c'est un peu mon guide. L'action 14 de ce plan de développement vise à promouvoir la mise en marché de proximité. Ça tombe à point puisque la MRC de Roussillon est la plus populeuse au Québec. Il y a presque 200 000 citoyens qui y habitent. La plupart d'entre eux habitent au nord de l'autoroute 30, puis une autre partie moindre en population, c'est le territoire agricole qui tire la moitié de ses revenus de producteurs maraîchers. Donc là, on a une espèce de contexte qui est assez favorable où on a une trentaine de producteurs maraîchers sur le territoire, puis en plus, bien, on a 200 000 mangeurs à nourrir par des restos, par des traiteurs, par des établissements publics où des aliments sont servis. Donc, c'est un petit peu le contexte favorable de notre territoire. Bon, on va revenir sur la diapo précédente, Andréane. Je vais juste en rajouter un peu là, sur les conditions gagnantes de ce projet-là. Bien, on a les changements climatiques qui nous pendent au bout du nez, puis avec lesquels on vit, puis qui nous commandent d'agir dans le sens de la réduction du transport, puis de la mise en marché de proximité. On a des agriculteurs qui travaillent très fort, mais qui opèrent des petites fermes, puis qui sont un peu condamnés à faire de la vente au détail, puis qui font tout, puis qui sous-produisent un peu justement parce qu'on leur demande de tout faire. Et à l'inverse, on a des grands producteurs maraîchers sur le territoire qui sont propriétaires de très grandes fermes, puis qui sont dans des circuits longs de mise en marché, qui les égorgent un peu, entre guillemets, qui sont des circuits très exigeants sur les prix, sur les qualités de produits, puis sur les formats et tout et tout. Donc, on a des producteurs agricoles qui vivent des conditions de marché pas faciles, qu'ils soient petits ou grands. Donc, c'est un petit peu aussi dans ce contexte-là que la MRC de Roussillon essaie d'intervenir pour aider les uns à se dégager du temps pour produire davantage, puis les autres à rajouter une corde à leur arc de mise en marché pour ne pas être complètement avalé, entre guillemets, par la grande distribution qui a entre nous le gros bout du bâton. Là, on change de diapo. C'était une mise en contexte. Je continue quand même la mise en contexte pour vous dire des choses que vous savez déjà, qu'on a un gouvernement qui est très engagé dans l'autonomie alimentaire. Puis le projet de hub agroalimentaire, puis le projet de maillage que je vais vous présenter dans quelques instants, bon, s'inscrit complètement dans cette idée-là de favoriser la sécurité alimentaire de notre territoire, même si les tablettes de nos supermarchés regorgent de produits, puis qu'il se fait encore du commerce international, puis qu'en effet, à court terme, il n'y a personne qui est exposé, en tout cas pas pour le moment, à court terme, à la question de la sécurité ou de l'insécurité alimentaire. Mais si on regarde loin en avant, puis qu'on tient compte justement des changements climatiques, bien, on va adhérer à cette vision d'autonomie alimentaire en travaillant à la mise en marché de proximité. On continue. Bon, ben, vous n'êtes pas sans savoir justement là, que le gouvernement a adopté une stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Donc, on est aussi dans cette logique-là. On fait partie, la MRC de Roussillon, d'un projet qui s'appelle Commune Assiette, qui est déployé avec l'organisme Équiterre, puis l'entente sectorielle bioalimentaire de la Montérégie, dont l'objectif est justement de favoriser l'achat local par les établissements publics. Autre diapo. Bien, ça, c'est un peu une description justement géographique et qualitative du territoire. On a répertorié dans le cadre du plan d'affaires qu'on a fait faire pour le projet de hub agroalimentaire les endroits où des aliments sont consommés, sont achetés par des acheteurs. Donc, on a répertorié les CPE, les écoles primaires, les écoles secondaires, les résidences privées pour aînés, les CHSLD, donc, et les différents commerces. Donc, vous voyez les pastilles sur le territoire de la MRC. Puis, on voit bien, si on s'approche un peu, on voit l'axe de l'autoroute 30
sépare, dans le fond, la partie rurale du territoire de sa partie urbaine au nord. Donc, c'est un peu comme ça que se déploie. Vous avez la réserve là, de Kanawake qui est un peu enclavée là, dans le territoire de la MRC. On continue. Concernant donc le projet de hub, on a des choses qui ont été réalisées jusqu'à présent, plusieurs travaux qui ont été réalisés. On a fait faire une étude de prévisibilité, on a fait faire un plan d'affaires qui a lui-même constitué, qui s'est réalisé en différentes étapes. D'abord, on est allé vérifier l'intérêt des agriculteurs à fournir ce projet de hub agroalimentaire. On a fait une étude de marché justement auprès des acheteurs pour voir l'intérêt pour eux d'acheter des produits locaux. On a fait des projections financières. On a fait une réflexion sur la gouvernance de ce projet-là. Est-ce qu'on veut que ce soit une OBNL? Est-ce qu'on veut que ce soit une coop? Est-ce qu'on veut que ce soit une société en nom collectif, une entreprise privée? Donc, les élus ont été invités, les élus de la MRC, à réfléchir à cette question-là. Puis, c'est vraiment l'option de l'OBNL là, qui, pour le moment, en tout cas, semble la plus intéressante pour différentes raisons. On est beaucoup, depuis 1 an, on travaille beaucoup à la question de la localisation. Puisque le hub, son intention, c'est de faire se rencontrer l'offre agricole du territoire avec les acheteurs alimentaires du territoire, puis que c'est pas mal l'autoroute 30 qui délimite la zone urbaine de la zone rurale, bien, on cherche un emplacement qui serait à proximité de l'axe de la 30 pour faciliter l'arrivage puis la distribution, puis la connexion justement entre ces deux mondes. Donc, on travaille beaucoup encore depuis 1 an, comme je le disais, sur cette question de localisation. La MRC s'est dotée de 25 critères qui nous permettent de catégoriser chacun des emplacements qui nous sont soumis par les villes pour, dans le fond, rajouter de l'objectivité dans cette question-là, là, pour éviter que le plus possible là, que les villes de la MRC tirent trop fort la couverte de leur côté pour que le projet atterrisse sur leur propre territoire. Puis, évidemment, bon, on cherche du financement pour ce projet-là. En attendant, parce que c'est un long processus accoucher d'un hub, entre autres sur la question de son emplacement, bien, on se dit, bien là, on ne va pas attendre des bras croisés que le hub survienne puis qu'il apparaisse sur le territoire pour commencer à faire se rapprocher cette offre agricole avec cette demande alimentaire sur le territoire. Donc, à l'automne dernier, on change de diapo. On a mis en place, oui, je vais revenir sur cette diapo-là. On reste dessus, Andréane. Je vais finir ma phrase, puis je vais revenir à cette diapo-là. Donc, on a mis sur pied un projet de maillage B2B dans le sens de business to business, donc de l'entrepreneur agricole vers l'entrepreneur alimentaire. Donc, ici, l'idée, c'est d'éviter que des argents publics proviendraient de la MRC ou d'autres instances publiques servent à compétitionner des entrepreneurs qui vendent au détail. Donc, la MRC ne veut pas faire de la vente au détail, elle veut faire se rapprocher des entrepreneurs entre eux de l'offre et de la demande. On change de diapo. Vous avez un schéma conceptuel de ce que veut faire le hub. Du rôle qu'on veut lui donner. Donc, on a un arrivage de produits qui nous viennent de nos producteurs maraîchers puis d'autres entreprises qui seraient intéressées à offrir leurs produits. Puis, on a un arrivage aussi de produits maraîchers qui viendraient de projets d'incubateurs agricoles parce que ça, c'est un autre enjeu de notre territoire, c'est la relève agricole. Donc, on veut aider la relève à s'installer sur les terres qui sont, par exemple, en friche sur le territoire. Donc, on imagine aussi que le hub serait utile à la mise en marché des produits agricoles qui seraient produits par les jeunes maraîchers qui viendraient s'installer sur nos incubateurs. Puis, dans le rectangle vert, bien, vous voyez, dans le fond, tous les services que le hub souhaite offrir aux agriculteurs qu'on a rencontrés, à qui on a demandé, parmi la longue liste des services que le hub pourrait offrir, lesquels vous intéressent, puis c'est ça que ça a donné. Services clés en main, espace locatif de cuisine, espace locatif d'entreposage, services de transformation clés en main, services de réseautage puis de maillage, etc., etc.
Puis on se plaît même à imaginer un petit resto ou un espace café dans le hub aussi. Puis ben, les produits, ils s'en vont où quand ils sortent du hub? Ben, ils s'en vont chez nos détaillants, ils s'en vont dans nos restos, dans nos CPE, dans nos écoles, dans nos CHSLD, chez nos traiteurs, etc. Puis, tout dépendant de l'emplacement du hub, ben, il pourrait aussi s'en aller directement dans la bouche des consommateurs qui pourraient passer par le hub pour s'approvisionner, mais encore là, c'est sous réserve là, que l'argent public ne serve pas à compétitionner des détaillants existants sur notre territoire. On change de diapo. Ben ça c'est justement la question lancinante de la localisation. Donc, il y a une espèce de pointillé qui délimite, en gros, c'est à peu près l'axe de l'autoroute 30, là, qui veut justement à la jonction entre les picots, les pastilles vertes du schéma là, qui représente les fermes maraîchères du territoire, puis tous les autres acheteurs qui sont dans l'urbanité en général. Donc, c'est autour de cet axe-là que la MRC cherche le bon terrain au bon prix, le terrain où passe le transport en commun, le terrain qui est approvisionné en électricité, en gaz naturel autant que possible, le terrain où passe le transport en commun, je pense que je l'ai déjà dit. Bref, on a toute une longue liste de critères pour faire ce choix-là. Un terrain qui permet l'expansion aussi du bâtiment, parce que dans le bâtiment, on veut offrir des espaces locatifs pour des entrepreneurs qui viendraient s'installer dans le bâtiment comme incubateurs de transformateurs agroalimentaires. Donc, c'est là qu'on est rendu par rapport au projet de hub, là, à trouver la bonne localisation. J'ose espérer qu'on brûle, qu'on est sur le point de le faire, puisque 8 options de terrain vont être présentées la semaine prochaine au Conseil des maires de la MRC. Puis on va demander à nos élus là, de resserrer autour de 2-3 options sur lesquelles on va davantage travailler dans le sens de négocier avec les propriétaires pour voir dans quelles conditions ça pourrait se faire. Autre diapo. Donc, je disais tout à l'heure qu'en attendant que ce projet-là survienne sur le territoire, ben, on travaille à mailler, comme le hub devrait le faire, notre offre agricole avec nos acheteurs alimentaires dans un projet qui a débuté sur le territoire de la MRC cet automne. On change de diapo. Donc, un projet de maillage qu'on a réalisé sur le territoire de la MRC de Roussillon cet automne, qui a duré en tout 9 semaines, puis qui s'est réalisé avec les étapes qui sont à l'écran. D'abord, recruter des fermes, recruter des entreprises de transformation qui seraient intéressées aussi à offrir leurs produits, recruter ensuite des acheteurs, traiteurs, restaurateurs, CPE, écoles, etc. Je les ai nommés un peu tout à l'heure. Produire une liste hebdomadaire de prix. Donc là, quand on va rencontrer les agriculteurs, c'est quoi vos produits? C'est quoi les prix? C'est quoi les formats? C'est quoi les quantités disponibles? Donc là, on dresse ainsi une liste de l'offre. On propulse cette liste-là à chaque semaine auprès des acheteurs qu'on a identifiés qui pourraient être intéressés, mais on avait une longue liste d'acheteurs aussi. On reçoit des commandes jusqu'au mardi matin, 9 h. Avec les commandes reçues pendant la journée de mardi, je reviendrai sur la question des partenaires qui nous ont aidés à faire ça. Le mardi est consacré à organiser la journée de cueillette-livraison qui a lieu le lendemain, le mercredi. Donc, le mercredi, c'est la cueillette et la livraison. Le lendemain, ben là, c'est toute l'opération administrative qui entoure ça, les bons de commande, on vérifie si ce qui a été commandé a été acheté, a été livré. Donc, là, c'est toute la paperasse administrative qui a lieu le jeudi. Et aussi, dès le jeudi, on rappelle à chaque semaine les producteurs agricoles pour vérifier à nouveau les prix, les quantités disponibles, les catégories de produits, etc. On reproduit une nouvelle liste à chaque semaine qu'on repousse vers les acheteurs et ainsi de suite. Donc, c'est le même processus comme ça à chaque semaine qu'on a opéré pendant 9 semaines. Dans le fond, on a joué un peu le rôle de M. Berthelot tout à l'heure pendant 9 semaines pour voir là,
comment ça réagit sur le territoire, là, ce nouveau service de maillage puis de mise en marché de proximité. Donc, ça, on a fait ça cette semaine, cet automne. Là, ça a terminé à la fin novembre. On a commencé au tout début de septembre. Autre diapo. Alors, ce que ça a donné en chiffres, 6 fermes ont participé, une entreprise de transformation. Donc, ça, c'est les entreprises de l'offre qui ont participé à ce projet pilote. Puis, du côté de la demande, une garderie a participé, une école, un resto, un traiteur, un café, un hôtel, un supermarché, puis 2 organismes en sécurité alimentaire qui ont participé. En tout, ça a généré presque 10 000 $ de ventes qui ont été faites auprès de ces acheteurs-là. En moyenne, les acheteurs ont fait 3 à 4 commandes sur les 8 semaines. La valeur moyenne de chaque commande par semaine était autour de 1 100 $, bon, etc. Les produits vedettes, brocolis, oignons jaunes, poires. Évidemment, ça a dépendu de l'offre de nos agriculteurs. Et puis, en moyenne, chaque commande était de presque 300 $. Donc, c'est quelques chiffres là, que je vous lance par la tête. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On ne peut pas dire. Ce qui compte, c'est que les participants soient satisfaits. Ce qui compte, c'est qu'on progresse, qu'à chaque semaine, des acheteurs s'additionnent, que des agriculteurs s'additionnent au projet, puis qu'il y a de la satisfaction, puis que ça donne des résultats. On continue. On a fait ça avec qui? Ce n'est pas la MRC toute seule qui a réalisé ce projet-là, de ce pré-pilote de maillage. On a réalisé ça avec l'aide d'un OBNL qui s'appelle Arrivage Circuit Court, qui est en fait une plateforme de commande en ligne qui a été développée au fil des années. Donc, on a demandé à Arrivage de s'occuper de l'inscription de l'offre sur cette plateforme, puis de générer une liste de prix qui a été propulsée par Arrivage aussi auprès de nos acheteurs. Et le transport a été assumé par un autre OBNL qui s'appelle les Complices alimentaires, qui a eu un statut de projet dans la Montérégie-Ouest, mais qui est devenu un OBNL dans la dernière année. Donc, c'est un OBNL qui est propriétaire de 2 camions réfrigérés à qui on a demandé d'assumer la partie transport du projet. Ce qui est intéressant, c'est que les Complices, en plus d'offrir le service transport pour le projet, se sont servis l'organisme s'est servi de l'arrivage des produits agricoles pour faire de la transformation, qui est une des opérations de l'organisme. Donc, on a fait une pierre deux coups dans ce cas-là. Donc, n'eût été de ces 2 partenaires-là, on ne se serait pas lancé dans une telle aventure. Puis, ça a été utile là, aux 2 organisations. Donc, c'est grâce vraiment à ces 2 partenaires-là là, que le projet a été rendu possible. On change de diapo. On a sondé les participants à la fin du projet pour voir là, dans quel état d'esprit ils étaient à la suite de l'expérience. Puis vraiment, ça s'est avéré super positif. Les prix, les quantités, la qualité étaient au rendez-vous. Les acheteurs ont été impressionnés par déjà la qualité du service, la qualité de la communication, les bons de commande étaient clairs, les instruments de communication étaient clairs aussi. En plus, on organisait un 5 à 7 à la toute fin du projet pour faire se rencontrer ce monde-là, parce que c'est une chose de passer des commandes en ligne, puis de recevoir des produits, puis de les cueillir à la ferme, mais c'en est une autre de savoir, c'est qui ça, Madame une telle qui est productrice agricole, quand tu es l'acheteur à l'autre bout, quand tu es le traiteur à l'autre bout. On trouve que c'est important, l'aspect humain de ce projet-là. Donc, on a organisé un 5 à 7 entre toutes ces personnes, tous ces participants à la fin de l'exercice pour qu'au-delà de la commande, que ces gens-là sachent qui ils sont les uns les autres. Donc, ça s'est avéré une expérience super positive jusqu'à présent. On continue. À tel point qu'avec l'aide du MAPAC, du programme Proximité du ministère de l'Agriculture, on entreprend le même projet, mais à l'échelle de la MRC de Roussillon, mais aussi de 3 autres territoires de MRC de la Montérégie.
Donc, on embarque dans le coup dans le projet Les Jardins de Napierville, qui est la MRC au sud de celle de Roussillon, Beauharnois-Salaberry, qui est juste à côté à l'ouest, puis une autre MRC un peu plus à l'ouest, qui est la MRC de Vaudreuil-Soulanges, où il y a déjà, eux aussi, travaillent déjà sur un projet de hub de leur côté, du côté de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on se donne la main, dans le fond, pendant 1 an, jusqu'à la fin de l'année actuelle et un peu plus et un peu au-delà, pour reprendre cette même expérience-là, mais à l'échelle de nos territoires. Donc, on a des objectifs pour qu'il y ait des maillages dans chacun de ces 4 territoires-là, mais aussi pour qu'il y ait des maillages entre les territoires, entre les 4 territoires. Donc, on se donne la main pour s'entraider, pour augmenter l'offre, puis augmenter la demande. L'intérêt de faire ça ensemble, c'est que ces 4 territoires réunis regroupent presque 500 000 de personnes, mangeurs, avec toutes les centaines de commerces, puis de restos, puis de CPE, puis d'écoles qu'on peut additionner sur nos territoires ensemble. Donc, on a l'espoir de créer une espèce de mouvement là, avec l'extension de ces territoires-là. Je pense que c'est pas mal la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Frédéric. Le projet montre très bien, je trouve, là, quand les municipalités puis quand les MRC en général là, sont inclus, comment ça donne une saveur holistique au projet, qu'on a vraiment on regarde comment le territoire est fait puis qu'on répond à un besoin. Je suis contente du webinaire aujourd'hui. On a vu 2 beaux projets qui semblent très, très différents, en fait, mais qui ont tous les 2 un bel objectif là, de faire briller les produits de vos terroirs régionaux, en créant un passage alternatif là, à la grande distribution ou à d'autres formes de mise en marché. On a eu des belles questions dans la section Q&R. Les participants, vous pouvez toujours continuer à en mettre. Profitez-en, comme je disais tantôt, vous avez 2 experts devant vous. Je vais commencer avec la question de Kim Després qui demande à M. Paré. Je comprends actuellement le processus de maillage B2B est financé par les fonds publics à moyen long terme. Comment se fera le financement et la pérennisation du service? J'adore la question. En fait, l'espoir, c'est que le projet de Hub prenne en charge ce service-là, que le projet de Hub même utilise la plateforme d'arrivage comme moyen de commande en ligne par les acheteurs du Hub. Donc, pour nous, là, le Hub, c'est comme l'aboutissement de ce projet de maillage-là. Puis, l'intention, c'est que le service de maillage soit pris en charge par le Hub avec peut-être, on verra, une participation des agriculteurs financière, là. Mais l'objectif, là, encore une fois, c'est d'aider les agriculteurs dans leur mise en marché et aider les acheteurs dans leur approvisionnement. Donc, on veut vraiment être aidant. C'est vraiment notre mot d'ordre, là, c'est d'aider nos entrepreneurs là, à retisser leurs relations légitimes et normales sur nos territoires. Et donc, si je comprends bien, vous visez un autofinancement finalement du Hub à travers les services. Oui, c'est ça. On a fait une projection financière pour notre projet de Hub. C'est un truc qui peut s'autofinancer en autant que sa construction soit beaucoup soutenue sous la forme de subventions. Là. C'est une mission publique qu'on veut y donner à ce projet-là. C'est une mission d'intérêt public, d'autonomie alimentaire, puis de sécurité alimentaire, puis de mise en marché de proximité. Fait qu'on ose espérer que ces arguments-là, puis ces vertus-là vont être de nature à intéresser des bailleurs de fonds. Parfait, merci. Donc, maintenant, j'ai une question de Info SCBR. Donc, la question est pour Gilbert de Servade cette fois-ci. Pour les espaces Gaspésie gourmande chez les détaillants, est-ce que c'est Servade qui s'occupe de la manutention et identification en magasin des produits locaux? Nous, dans le fond, les espaces sont inclusifs, c'est-à-dire que le seul critère pour y être, c'est d'être membre de Gaspésie gourmande.
bien entendu. Donc, moi, ce que je distribue, c'est moi qui le vends aux commerçants. Le commerçant s'occupe à l'interne, comme tous les autres produits, de le placer sur l'étalage, etc. Le montage visuel est fait par l'équipe de Gaspésie Gourmande une fois que l'entente est faite avec le détaillant. Ils vont aller là directement, ils vont habiller ça, ils vont faire le premier facing avec eux. Ensuite, c'est le staff interne qui le fait. Parfait, merci Gilbert. En passant, là, les participants de ce webinaire-là, vous êtes tous probablement au courant que vous avez une table agroalimentaire dans votre région, donc n'hésitez pas à les contacter pour voir, là, y a-t-il possibilité d'avoir ce genre de projet dans votre région. Je sais qu'il y a de connaissances, on a beaucoup de membres là, qui ont déjà ce type de projet-là aussi, en plus de Gaspésie Gourmande, donc contactez-les, ça peut valoir la peine. Une question ici de Marc-André Hébert qui demande pour M. Paré, quel est l'horizon de réalisation du hub? OK. L'objectif, c'est qu'en 2024, on ait choisi l'emplacement. Plus que ça, qu'on l'ait retenu. Par retenu, j'entends acheter. Qu'en 2024, on ait fait faire un appel d'offres pour obtenir des plans et devis. Là, on a des plans préliminaires. On a une projection du bâtiment dans son look. On a un aménagement préliminaire qui a été fait au printemps dernier avec l'aide d'un architecte qu'on a choisi, qui a rencontré à 2 reprises une vingtaine de nos entrepreneurs, agriculteurs, CPE, transformateurs, distributeurs, etc. Donc, on a invité une vingtaine de nos entrepreneurs à venir à la rencontre de l'architecte qu'on a choisi. Puis, c'est ces rencontres-là qui ont donné lieu à un aménagement de bâtiment préliminaire, puis à un look aussi. Donc là, l'objectif, ce serait en 2024 de faire des plans et devis, ou en tout cas de lancer l'appel d'offres pour obtenir des plans et devis. Est-ce qu'on aura obtenu des plans et devis en 2024? On verra ce que l'avenir va nous réserver. Tant que le terrain ne sera pas canné, ça va être difficile de déposer des demandes de financement à tout un tas de bailleurs de fonds parce qu'à un moment donné, il faut que ça prenne quelque chose de concret pour solliciter des bailleurs de fonds. Si tout ça va dans le bon ordre puis à bon rythme, j'ose espérer qu'une première pelletée de terre aurait lieu quelque part au printemps 2025. On va le dire comme ça. Vous êtes déjà prêt, là, vous êtes sur le bout de votre chaise et vous manque juste un terrain, là, finalement. Il nous manque un terrain, puis il va nous manquer des sous, mais c'est la première étape, c'est le terrain. Ouais. On va vous le souhaiter. D'ici là, un des objectifs du maillage, c'est de maintenir l'intérêt de nos entrepreneurs qui entendent parler de ce projet de hub-là depuis 4 ans. Fait que là, on ne veut pas les perdre, là. Donc, on les met en relation entre eux déjà, là, sans avoir le bâtiment, avec des camions, des complices alimentaires, puis le maillage d'arrivage. J'ai une autre question pour M. Paré de la part de Chris. Est-ce que le programme PDCN, donc Plan de développement de communautés nourricières du MAPAC, pourrait initier ce genre de maillage sur un territoire? Si oui, de quelle façon l'intégrer pour une municipalité? Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. C'est une question d'intention. Si une municipalité qui veut mettre de l'avant un plan de développement de communautés nourricières pense que c'est une bonne idée de mettre en relation les agriculteurs de son territoire avec les acheteurs alimentaires de son territoire, bien, tant mieux. Pour moi, c'est la même idée. C'est comme les poupées russes. Il y a une petite poupée dans une plus grosse poupée qui est elle-même dans une autre plus grosse poupée. Donc, on pourrait multiplier ce genre d'effort-là à l'échelle de tous les territoires, du plus petit au plus grand. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait même, parce que je pense que souvent les PDCN conduisent à du développement d'agriculture urbaine. Ça prend souvent cette forme-là. Donc, pourquoi pas, en effet, mettre en relation cette agriculture urbaine avec des restaurateurs, puis des traiteurs, puis des CPE. Puis, je veux dire, si on est capable de le faire à l'échelle d'une MRC, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire à l'échelle d'une municipalité. Tout à fait. J'ajouterais, si je peux me permettre, que les PDCN, ils visent à développer un système alimentaire à l'échelle
de la région de la MRC, puis que dans le système alimentaire, eh bien, la distribution est une part qu'on oublie souvent, mais qui est très, très, très importante. Donc, moi aussi, je ne verrais pas pourquoi ça ne rentrerait pas là-dedans. Tout à fait. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Moi, j'en ai une peut-être qui me vient à l'esprit. On a parlé de grande distribution au dernier webinaire là, en décembre. Qu'est-ce qui vous différencie en fait d'un grand distributeur? Qu'est-ce qui est avantageux pour une PME, par exemple, de faire affaire avec votre projet ou votre entreprise pour le cas de Gilbert? Dans le fond, qu'est-ce qui est avantageux pour une PME là, de faire affaire avec vous? Ben, assurément, c'est le gain de vente, le gain de profit, le gain de temps pour se concentrer sur ses produits, assurément. Il y a un paquet comme je disais tantôt, il y a un paquet d'avantages à le faire. Pour ceux qui veulent, bien entendu, qui veulent grandir. Le producteur local, moi j'en connais plein, qui ne me vendront jamais leurs produits, ils sont à l'aise avec leur petite ferme, ils sont à l'aise avec ça, avec leur boutique, aller dans quelques marchés publics, puis c'est correct, il y a tout. Mais ceux qui ont de l'ambition, qui veulent prendre de l'expansion, il faut passer par une étape de distribution, sinon ils doivent s'équiper de tout ce que ça prend pour le faire, le congeler, le réfrigérer, etc. C'est des investissements énormes. Donc, quand ça existe déjà, c'est préférable d'y aller. Ouais, je rajouterais au niveau de l'approvisionnement l'intérêt d'une PME qui ferait par exemple de la vente au détail, un supermarché. C'est pas facile d'obtenir des produits locaux alors que les citoyens en demandent. Donc, un projet comme ça, c'est justement une manière d'agréger l'offre locale pour l'amener entière vers les acheteurs. Là. Donc, plutôt que de se tourner vers 8 fermiers différents, ben, c'est ça l'intention justement là, pour notre projet. En tout cas, c'est d'arriver à une offre puis d'être capable de dire, ben, c'est 100% local, ça vient de notre arrière-pays. Puis c'est de l'argent qui s'en va directement dans notre arrière-pays, tu sais, fait que c'est un des arguments. Si des entrepreneurs sont vraiment intéressés à s'inscrire dans cette logique-là d'approvisionnement local, de réduction du transport, puis de prendre soin de leur planète, puis de leur communauté locale, je veux dire, c'est un projet rêvé pour ça. Je ne peux pas être plus d'accord. Merci beaucoup pour vos réponses aux deux participants. J'ai une question de Maria Béraud-Madero de l'AKP qui demande à M. Paré quelle serait la gouvernance retenue pour le hub? En quoi ce hub se différencie des distributeurs qui travaillent actuellement sur le territoire de la MRC? Concernant les produits maraîchers d'hiver, est-ce que le hub proposera le service de lavage, entreposage long terme? Est-ce que le fait qu'Arrivage et Complices Alimentaires soient des OBNL a joué un rôle dans leur sélection pour participer au projet? Comment voyez-vous le lien entre le projet de hub de la MRC Vaudreuil-Soulanges et le hub de la MRC Roussillon? Wow, c'était un beau programme de questions. Par où commencer? Le premier, ce serait quelle est la gouvernance retenue pour le hub? Oui, alors, en tout cas, jusqu'à présent, les discussions qu'on a eues avec les élus, puis entre travailleurs, puis avec nos participants potentiels, c'est vraiment le modèle de l'OBNL qui plaît le plus parce qu'un OBNL, ça a une mission, ça a une vocation d'intérêt public. Puis c'est ça l'intention, c'est de jouer un rôle de développement sur notre territoire. Donc, c'est vraiment le modèle de l'OBNL qui permet aussi, qui facilite le financement. C'est aussi le modèle de l'OBNL qui facilite la mobilisation puis la participation des partenaires dans le projet sur des conseils d'administration comme institution membre. Donc, un OBNL, c'est un assemblage de personnes puis d'organisations qui deviennent membres, qui assistent à des assemblées, qui participent aux décisions. Donc, c'est un projet de mobilisation. Donc, ça aussi, c'est un autre argument qui est très favorable à la formule de l'OBNL. Et oui, le choix des complices alimentaires puis d'Arrivage, qui sont deux OBNL, ça a compté dans nos choix. En même temps, il n'y avait pas un très vaste choix, il faut être honnête, là,
d'entreprises qui pourraient offrir de tels services. Bon, dans le cas du transport, c'est peut-être plus facile, mais clairement que la formule de l'OBNL, ça fait partie. On s'est dit, waouh, c'est ça qu'on veut. On veut se doter d'instruments de développement. On est vraiment dans l'idée du développement, puis dans l'idée d'une mission d'intérêt public. Puis les autres questions, c'était la mise en marché des produits l'hiver. Oui, il y avait peut-être, oui, c'est ça. Est-ce que ça proposera des services de lavage, d'entreposage à long terme pour les producteurs? Ça va offrir ce que les participants veulent. Donc là, quand on est au début dans le plan d'affaires, quand on est allé à la rencontre des agriculteurs, on avait une liste là, de 15 ou 16 services possibles. Puis on demandait aux agriculteurs de 1 à 5, dis-moi si ce service-là te tente pas pantoute ou beaucoup. Puis c'est comme ça qu'on a développé une espèce de matrice de services privilégiés ou potentiels. L'entreposage, c'était clair que c'était évident, ça répondait à un besoin. L'espace de transformation, c'était évident, mais celui qui a scoré le plus, c'est moi, je vais produire, là, puis le hub, là, arrangez-vous avec la mise en marché et la transformation aux besoins. Fait que ça, c'est vraiment l'espèce de clé en main, là. C'est vraiment ce service-là qui a le plus intéressé les agriculteurs qu'on a rencontrés. Donc là, oui, dans l'espace aménagé par notre architecte, là, on a 2 grandes cuisines de transformation plutôt qu'une, parce que on a espoir aussi que ce projet-là serve à nos territoires voisins, là, les Jardins de Napierville, puis la MRC de Beauharnois-Salaberry. Donc, on veut que ce soit un projet régional, puis que ça rayonne, puis que ça soit utile à plus de monde. Donc, là, je ne me souviens plus s'il y avait d'autres questions dans la liste de questions. Je pense qu'on va devoir peut-être omettre les autres questions, là, étant donné que le webinaire tire à sa fin. Merci beaucoup aux 2 participants là, d'avoir participé, présenté en fait à ce webinaire-ci. Ça a donné lieu à des très, très belles présentations, des belles discussions aussi, des belles questions. Merci aux participants aussi d'avoir été au rendez-vous, d'avoir posé vos questions. C'est super, très intéressant. Je vais vous envoyer un formulaire d'évaluation du webinaire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, là, de répondre à ce webinaire-là. Ça m'aide, moi, en tout cas, là, à vous offrir des webinaires qui vous intéressent puis à s'améliorer, en fait, avec le temps. Donc, je n'hésite pas d'y répondre honnêtement. Le prochain webinaire, ça va être le 13 février prochain. Cette fois-ci, on va s'attarder au répertoire. Là. Vous savez, il y a différents répertoires de produits là, pour une entreprise. Ça peut être difficile de se retrouver sur lequel je veux figurer si je veux atteindre quel marché. C'est quoi le pouvoir de ces répertoires-là? Donc, on a une partenaire, là, Aliments du Québec, qui va venir parler de ça. Et finalement, je vais vous dire, l'enregistrement de ce webinaire-ci va être disponible sur notre site Internet, le rtcbq.com. Sinon, sur notre page YouTube, là, le youtube.com, regroupement de TCBQ. Donc, merci à tous et on se voit au prochain webinaire. Merci et au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci tout le monde. Et bonne année. Et oui, bonne année, tout à fait. Bonne année. Merci pour l'invitation, Andréane.